Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue cet après-midi. On va se réveiller, il est 15h et quelques minutes. Bienvenue à l'UNESCO pour la table ronde qui nous rassemble avec une très belle thématique, la frugalité comme nouvel Eldorado économique. Alors nous allons nous poser plein de questions. Je vous rappelle que la frugalité telle qu'on la conçoit, c'est, dans son approche économique, c'est de vouloir changer de paradigme. On voudrait faire mieux, avec moins. On voudrait ouvrir des voies à un modèle de société peut-être plus résilient, plus créatif. Et donc, on a une économie qui va se baser sur 3 axes. Hein. L'hypercompétition, qu'on voudrait remplacer par de la coopération entre entreprises. L'hyper-relocalisation pour contrebalancer l'hyper-globalisation. Et puis, la régénération, qui est un gros sujet aussi, qui est traité pendant cette université de la Terre, en contrepoint de l'hyperconsommation. Alors, l'idée, c'est de ne pas renoncer. L'idée, c'est de réinventer. C'est une façon de vivre. C'est une façon de penser l'innovation, de créer de la valeur autrement. Et nous allons avoir cet après-midi, pendant 1h30 avec nous, merci de votre temps, 5 magnifiques experts témoins qui vont me permettre de revenir sur ces sujets. Et donc, je m'appelle Sandrine Maizano, je suis experte en responsabilité sociétale et stratégie d'entreprise. J'enseigne notamment la RSE dans les grandes écoles, puisque nos jeunes futurs actifs ont besoin de comprendre ce qui se passe. J'essaie de partager avec eux la nouvelle vision du monde et une transformation stratégique avec mes 20 ans de direction d'entreprise. Je suis aussi à la Fondation La Main à la Pâte, que l'UNESCO connaît bien, puisque c'est l'éducation à la science pour les tout-petits, parce que quand vous faites des activités en sciences avec les enfants, dès le primaire et au collège, ils comprennent mieux la complexité du monde. C'est aussi les sciences pour tous, c'est les sciences pour les filles. C'est les sciences quand on est dans les stéréotypes géographiques ou sociaux, notamment en ruralité ou en zone d'éducation prioritaire. Et puis voilà, j'ai pas mal d'autres activités. Je suis quelqu'un de très engagé. La frugalité, c'est un sujet magnifique et on en parle aussi au sein du comité 21 dont j'ai la vice-présidence. Alors sans plus attendre, je vais vous proposer de faire parler nos experts. Vous allez voir, le panel est vraiment particulièrement intéressant, parce qu'il est intéressant dans sa représentativité, bien sûr, homme-femme, pas mal, hein, cet après-midi, et puis aussi en termes générationnels, en termes d'acteurs, de statut d'organisation, de présence aussi dans les territoires. Je crois qu'on va avoir là un très joli moment. Alors, pour commencer, je me tourne vers Nevi, mon voisin. Mon cher Nevi, je souligne, parce que ça lui revient, Nevi a été très locomotive sur l'organisation de cette table ronde. C'est vraiment toi qui l'as initié, je pense que c'est important de le souligner. Si, on est tous ensemble, c'est un travail collectif, mais c'est toi qui as impulsé et l'idée te revient. Alors Nevi, tu es Navi Raju, tu es un chercheur, tu es conseiller franco-américain en innovation et en leadership. Pendant 30 ans de carrière, tu as conseillé des centaines d'entreprises, on peut le dire, à travers le monde, donc sur les stratégies de croissance durable. En 2021 et 2022, tu as été classé parmi le Thinker 50, parmi les 50 penseurs en management les plus influents du monde. En 2013, tu as remporté le fameux prix Thinkers 50 Innovation Award, qui a été décerné donc, parce que tu es un penseur en management qui redéfinit une nouvelle façon de penser, de pratiquer l'innovation. Voilà, tu as même un TED, je te fais ta pub. Hein. Voilà, tu es co-auteur de plein de livres, le guide de l'innovation frugale, qui a été un gros best-seller. Il y a eu plus de 200 000 exemplaires vendus. Et je pense qu'effectivement, ton nom parle à beaucoup de gens. En tout cas, dès qu'on commence à taper frugalité, ça ressort. Tu as aussi fait paraître Donner du sens à l'intelligence. Voilà, on se rend compte que les sujets sont larges. On rappelle, tu es d'origine indienne, donc tu sais de quoi tu parles. Tu vas nous en dire un peu plus. Et tu pratiques aussi le yoga. Exact. J'ai certainement oublié des tas de choses, mais on n'a pas le temps. Alors moi, je te propose, sans plus attendre, que tu nous poses le sujet. C'est quoi la frugalité? C'est quoi la définition? Comment c'est venu, les enjeux, la genèse? Et puis, finalement, dans ton parcours, à toi, comment c'est venu ce sujet de frugalité? D'accord. Allez, ça marche. Miracle, ça marche. Donc, le mot frugal, en fait, vient de la racine latine, frug. Frug qui veut dire fruit. Donc déjà, la frugalité, c'est donc la capacité de faire fructifier les ressources que vous disposez déjà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris grandissant à Pondichéry, dans le sud de l'Inde, où dans les années 70-80, l'eau était rationnée. Donc on avait juste 2 seaux d'eau pour se laver et pour cuisiner. Donc quelque part, la rareté des ressources naturelles comme l'eau, pour nous, c'était quelque chose, comme on dit en anglais, given. Elle était là, elle était toujours omniprésente.
mais on ne se préoccupe pas trop de la rareté de ressources, mais plutôt on allait puiser dans notre ingéniosité pour faire mieux avec moins, c'est-à-dire avec le peu d'eau qu'on avait, on arrivait à faire des trucs incroyables. Et deuxième mémoire que je garde de mon enfance, c'est qu'en fait, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de frigo à la maison, on n'avait pas de voiture, rien du tout, c'était avant l'Internet. Et surtout, on n'avait pas de jouets de marque, donc il fallait fabriquer tout nous-mêmes. Et dans les rues, en fait, moi et mes amis, parce qu'en fait, j'ai grandi dans une bidonville urbaine, et on jouait au cricket, qui est le sport national indien, favori des Indiens. Et comme équipement de sport, on improvisait, en fait, on bricolait avec des morceaux de bois, du carton pour se protéger le genou, et puis une vieille roue en guise de piquet. Donc très tôt, en fait, j'ai compris qu'être frugal, ça ne consiste pas à minimiser les ressources, qui est de ressort de la sobriété, mais de mieux valoriser les ressources existantes, qu'elles soient physiques, humaines, intellectuelles, qui sont sous-appréciées et sous-utilisées. Et l'état d'esprit frugal, pour moi, c'est consiste à voir le verre toujours moitié plein et non pas se plaindre, comme on le fait en France, du verre moitié vide. Dans mon premier livre, L'innovation de Jugaad, je cite l'exemple de Mansukh Prajapati, un potier de formation qui a développé un réfrigérateur conçu entièrement en argile qui ne consomme pas d'électricité. C'est une solution low-tech et frugale qui valorise deux choses, le savoir-faire du potier et une ressource naturelle abondante qui est la terre. J'insiste beaucoup sur ce mot valoriser parce que ce n'est pas que je suis chauvin, je suis franco-américain. Or, il s'avère que le mot français, en français, on utilise souvent valoriser, mais elle est très peu utilisée en anglais. Et pourtant, Benjamin Franklin, un des pères fondateurs de l'Amérique, a fameusement dit « Sans frugalité et sans assiduité, rien ne va. Avec elle, tout va. » Donc, pratiquer la frugalité nécessite donc un effort assidu qui fait appel à notre créativité, d'où la notion d'innovation frugale, qui était donc le thème de mon deuxième livre. Il s'agit de faire mieux avec moins, c'est-à-dire développer des solutions ingénieuses qui apportent plus de valeur aux usagers, tout en étant sobre en ressources et énergie. La bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé, comme Sandrine l'a mentionné, c'est que ça fait 15 ans maintenant que je prêche la bonne parole autour de la frugalité en France. Ça y est, la mayonnaise commence à prendre et la frugalité n'est plus un mot péjoratif en Occident et la frugalité est même devenue un concept aspirationnel en France. La mauvaise nouvelle, c'est que la frugalité en France aujourd'hui est pratiquée avec une pensée réductionniste et élitiste. Prenons par exemple l'exemple du domaine de l'intelligence artificielle ou l'IA. La France va investir massivement pour développer une IA soi-disant frugale qui consommerait moins d'énergie. Donc pour la France, l'IA frugale est donc synonyme de IA décarbonée. Or pour la Chine, l'IA frugale vise à développer à moindre coût des modèles IA simples et efficaces qui sont accessibles au plus grand nombre. Et en Inde, vu que je suis retourné en Inde depuis maintenant 6 mois, j'habite là-bas, j'ai décidé de quitter l'Amérique trumpienne. Donc voilà, donc je suis retour au bercail. Et en Inde, ce que je vois, c'est que l'IA frugale vise à employer des jeunes informaticiennes dans les villages. Je suis allé rencontrer certaines d'entre elles il y a 2 semaines pour développer des solutions IA qui sont abordables dans plusieurs langues régionales et qui peuvent être utilisées même par des agriculteurs qui sont, par exemple, analphabètes. Donc la Chine et l'Inde développent l'IA frugale avec une vision plus large que la France pour créer un impact socio-économique plus profond. Et si en France, on veut appliquer la frugalité pour réinventer notre société entière, il faut d'abord que la France cartésienne élargisse sa perspective réductionniste et cultive une pensée systémique. Et je vais donc conclure sur ce point-là, c'est que finalement, autant les 15 dernières années en France, j'ai parlé de la frugalité ingénieuse, j'étais connu pour ça. Là, je crois qu'on peut parler plutôt de la frugalité systémique. Et étant un peu chauvin, je dirais même, on en parlera peut-être à travers les incroyables entrepreneurs qu'on a sur scène, on a peut-être besoin de pratiquer une forme de frugalité conquérante, de sorte que la France devienne confiante et commence à partager cette valeur de frugalité avec confiance, avec le reste de l'Europe pour commencer. L'Amérique, ce sera dur, hein, ça ne sert à rien de faire. Par contre, peut-être le reste de l'Europe et le reste du monde seront très intéressés par les modèles frugaux qui émanent de la France.
Merci Nafi, c'est intéressant parce que tu nous amènes à l'éclairage international, effectivement. Alors, il y a quelques Américains qui disent des choses bien, tu nous l'as rappelé quand même. Et alors juste aussi, je me suis renseignée, l'IA frugale, figurez-vous, c'est un des termes top 3 qui a été utilisé pendant l'année 2024. IA frugale, donc c'est intéressant et on le comprend par rapport à... Oui, parce qu'en fait, le contexte, c'est la Chine qui a fait irruption, donc vous savez, avec DeepSeek. Et ce qui s'est passé, juste pour donner un peu de contexte, c'est fascinant parce que voilà, nous, on parle d'innovation frugale depuis maintenant 15 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que les médias occidentaux, l'Occident aime bien découvrir. Donc, tout d'un coup, ils découvrent la notion de frugalité. Et donc, tous les médias occidentaux ont commencé à parler de IA frugale. C'est pour ça que dans les algorithmes, effectivement, le terme IA frugale est devenu populaire. Et donc, c'est remonté, absolument. Alors, je me tourne vers Laure Babin. Donc, tu es entrepreneur engagé. Tu as fondé Zeta. Donc, c'est une marque de basket recyclée et vegan. Je pense que je vais m'en acheter. Parce que ça, c'est très intéressant quand même. Et en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de marques. Alors, toi, par rapport à ta structure, donc chez Zeta, comment tu animes le concept de frugalité? Il faut que tu nous en dises un petit peu plus. Et puis, puisqu'on parle beaucoup d'économie circulaire pendant cette université de la Terre, comment, au sein de ce concept de l'économie circulaire, toi, tu l'animes dans ta structure? Merci Navi pour l'introduction. Je vais rebondir sur la définition que tu as donnée de la frugalité, que je trouve très intéressante. La frugalité, ce n'est pas le fait d'optimiser les ressources qu'on a à disposition, mais bien de les réutiliser. Et c'est exactement sur ce fondement que j'ai créé Zeta il y a bientôt 5 ans. Consommer moins et consommer mieux, c'était le slogan initial de Zeta que j'ai lancé en 2020. À l'époque, je fais un constat, celui que l'industrie de la mode fonctionne à l'envers, et en particulier l'industrie de la basket. Il s'en vend des milliards chaque année, tout le monde a une paire de baskets dans sa garde-robe, et pourtant c'est un produit qui soulève des problématiques environnementales et sociales qui sont lourdes. Sur le plan environnemental, la basket est fabriquée à partir de matières qui sont ultra polluantes, dérivées du pétrole pour la majorité, du polyester, du plastique et du cuir, et surtout des matières qui sont sourcées à l'autre bout du monde. Sur le plan social, il y a des conditions de travail qui sont très opaques. La fabrication est souvent réalisée en Asie et la dignité des travailleurs est clairement remise en question. C'est à partir de ce constat-là que j'ai décidé de créer une alternative qui est recyclée, fabriquée intelligemment, en pleine conscience, en Europe, en circuit court et à partir de matières véganes et revalorisées. Chez Zeta, la frugalité, elle se traduit au travers de plusieurs piliers. Le premier, c'est d'utiliser uniquement des matières qu'on a à disposition. On utilise au minimum des matières brutes et des matières vierges dans la fabrication des chaussures. Et donc, ça va passer par le réemploi du marc de raisin, le réemploi du marc de café, du plastique repêché en Méditerranée, du caoutchouc recyclé. Ça va passer aussi par une production raisonnée et consciente, avec une production au Portugal où on va à la rencontre de nos artisans, on essaye de leur donner la parole, de comprendre les procédés de fabrication et d'en dire le plus possible, d'avoir une production la plus transparente possible. Et enfin, on met en place un programme de recyclage. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, moins de 20% des chaussures sont recyclées par manque de moyens, par manque de ressources et de structures. Et elles finissent très souvent avec les ordures ménagères. Donc l'idée, c'est de les récupérer, de les collecter, de les envoyer ensuite dans un centre de tri en Normandie pour qu'elles puissent être revalorisées en combustible vert. Merci, c'est très clair et on voit bien que la frugalité, quand elle est animée dans une structure comme la tienne, c'est extrêmement concret. Il y a des circuits, c'est pensé et voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas qui sort du principe de concept. Alors, on va aller dans les territoires. Je me tourne vers Jacques Bilirit. Vous êtes président du Val-de-Garonne Agglomération et vous êtes aussi vice-président du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Et vous êtes un élu maire de la petite ville de Fourques-sur-Garonne. C'est très important d'avoir les territoires avec nous cet après-midi. Alors, pourquoi et comment Val-de-Garonne, parce que c'est quand même pas commun, Val-de-Garonne Agglomération, s'est emparé du concept de frugalité. Il y a un chantier qui a été développé dans ce sens. Et qu'est-ce que ça signifie quand on le met en place dans un territoire rural? Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi on s'est tourné, effectivement, et pourquoi on a lancé ce chantier de la frugalité? Très simplement par nécessité. On est un territoire
qui représente notre agglomération, c'est un peu plus de 60 000 habitants et 43 communes. Mais c'est un territoire assez pauvre, un territoire dans lequel on a une population assez peu formée et peu diplômée. Et donc, quand on est avec le changement climatique, on est aussi un territoire qui est traversé par Garonne sur plus de 20 km et également par le Lot sur 5 km. Donc, le changement climatique, pour nous, ça veut dire quelque chose. Hein, parce qu'on a souvent Garonne qui vient nous voir dans des moments où on ne souhaiterait pas forcément la rencontrer, avec tout ce que ça veut dire derrière. Et donc, on a un territoire qui subit aujourd'hui toute cette transformation liée au réchauffement climatique. Et pour pouvoir réagir à ceci, en sachant que nous n'avons pas des gros moyens, ben effectivement, on a choisi de travailler autrement, on a choisi de regarder notre territoire autrement et on a choisi effectivement de prendre un développement qui soit un développement beaucoup plus frugal, beaucoup plus respectueux. Ça, c'est un choix que l'on a fait au moment où on a pris, moi j'ai pris la présidence de l'agglomération en 2020, donc pleine crise Covid qui vient se rajouter à ça, et qui permet aussi une sensibilisation des élus. Il est évident qu'on n'aurait pas été en pleine crise Covid, on n'aurait pas fait peut-être les mêmes choix politiques. Là, on est vraiment en pleine crise Covid. On voit très bien ce qui nous attend et on fait un choix. Et ce choix, il se traduit par quoi? Notre feuille de route politique, le jour où on met en place notre gouvernance, c'est transition écologique, transition sociale, transition économique, avec une gouvernance en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs, en s'appuyant sur la population. Ça, c'est les choix que l'on fait, c'est notre contrat de mandat. Donc à partir de là, effectivement, on peut travailler et on peut partir pour pouvoir mettre en place, essayer d'imaginer un projet là-dessus. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'une agglomération, c'est un acteur, c'est pas au-dessus des autres, c'est un acteur. Donc nous, on doit animer les acteurs, on doit accompagner les initiatives qui sont individuelles, et on a aussi une obligation d'exemplarité si on veut aussi amener les autres à évoluer. Donc nous, on doit absolument réfléchir sur la façon dont nous travaillons. Donc c'est le comment, après. Comment on le fait? Un choix clair a été fait au sein même de la structure de l'agglomération. On a décidé de prendre un développement qui se bâtit, est un développement systémique, une approche systémique de l'ensemble de nos actions, une approche transversale de l'ensemble de nos actions. Et donc en termes d'organisation même de notre agglomération, effectivement, on sort de l'organisation pyramidale que l'on avait, et je mets en place des directeurs généraux délégués qui ont en charge plutôt des thèmes plutôt que des services, et ça oblige l'ensemble. Notre agglomération, c'est environ 450 personnes qui travaillent en interne. Ça oblige tout le monde à avoir une approche beaucoup plus transversale. C'est une culture. On est maintenant presque 5 ans après, on n'y est toujours pas arrivé au bout. Il ne faut pas penser que des changements culturels comme ça arrivent de suite, mais on a mis en place toute l'organisation qui le permet, et donc au fur et à mesure, on va pouvoir faire ceci. Ensuite, ça se traduit comment? Dans l'ensemble de nos actions, on va regarder comment on va économiser des ressources, comment on va économiser les services, comment on va être beaucoup plus efficient, comment on va pouvoir imaginer notre développement et l'imaginer différemment. Donc ça veut dire que on pense et on aborde tous les sujets, on aborde les sujets de l'énergie, de notre propre énergie, des sujets d'énergie, puisque sur nos territoires, on est quand même un territoire à peu près 100 km², donc avec pas mal d'agriculture, et avec l'arrivée des panneaux photovoltaïques ou de l'agrivoltaïsme qu'on appelle aujourd'hui, mais qui vient sur des terres agricoles, qui peuvent être des terres agricoles très intéressantes en termes de production. Donc ça, c'est des sujets qui sont prégnants pour nous. C'est comment on aborde, comment on fait demain, en sachant que oui, il faut avoir de l'énergie renouvelable, mais en même temps, est-ce qu'on peut sacrifier
des terres agricoles pour cette énergie renouvelable. Donc ça, c'est un travail que l'on est en train de continuer à bâtir, en sachant qu'on a construit avec l'agriculture, on a construit réellement notre doctrine là-dessus. Et aujourd'hui, on va valider, nous, les projets qui seront des projets avec de la co-consommation et non pas des projets simplement de production pour les amener sur les réseaux. Et je le dis bien, on fait ce travail sur l'ensemble des thèmes. Et pourquoi dans un territoire rural? Je vous l'ai dit, nécessité. Nécessité parce qu'on voit bien que le modèle agricole sur lequel on est un modèle du passé. C'est pas pour ça que les choses vont être faciles à se transformer, mais tout le monde aujourd'hui prend acte que c'est un modèle du passé, puisque en fait on est chaque année pratiquement sur notre territoire, on est en situation de crise. Donc il faut bien qu'on arrive à imaginer un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il doit être co-construit. On doit amener l'ensemble des professionnels dans cette barque. Pas le plus simple. On est aussi un territoire où la Chambre d'agriculture est tenue par la coordination rurale. Ça nous aide pas à être progressiste là-dessus. Mais bon, ça fait partie du secteur. Et donc là-dessus, on le bâtit ensemble. Je vais prendre juste un exemple pour bien comprendre comment on essaie de réfléchir. On est donc un territoire avec une faible densité et en même temps, on ne peut pas mettre en place du transport collectif partout. Comment on fait pour parler avec la population? Comment on fait aussi pour apporter du service? Donc on a imaginé, on est le seul territoire là-dessus, on a mis en place, on n'est pas les seuls à avoir des France Service, mais on a mis en place un France Service qui va être, qui va aller une demi-journée dans telle commune, une demi-journée dans telle autre commune. Et donc on va aller au plus proche de la population de manière à pouvoir lui apporter ce service-là, en sachant qu'une partie de cette population n'est pas capable d'être mobile. Et puis le dernier point, je vais prendre, puisque on avait eu la chance que Nevi était venu pour un colloque sur notre feuille de route économique. On a imaginé un travail, une feuille de route économique qu'on a nommé Transition 2030, où Nevi est venu au colloque inaugural là-dessus, et on a là-dessus amené l'ensemble des entrepreneurs. On était lors du colloque 400 chefs d'entreprise qui étaient présents. Donc on a réussi à faire réfléchir les gens, à les amener dans ce domaine-là, ce qui n'est pas toujours le plus simple dans des milieux qui ne sont pas forcément, je le disais, les milieux les plus progressistes, mais il faut trouver les bonnes méthodes pour pouvoir les associer. Merci beaucoup, Jacques. On se rend compte que c'est extrêmement aussi très illustré. On est sur le cœur du modèle agricole. On entend transversalité, on entend concertation. Je confirme la transversalité avec l'équipe quand on a préparé la table ronde. On l'a vraiment vécu. Et donc, moi, dans 5 ans, je viens au Val-de-Garonne, puisqu'on a dit transition 2030. Je viens voir à quoi ça ressemble. En tout cas, ça nous met en appétit. Alors, je me tourne vers Tiffaine. Alors, Tiffaine de Ninck. Alors, Tiffaine, tu as bâti une trajectoire professionnelle autour de l'innovation. C'est ce que j'ai noté dans ta biographie, et au service du mieux vivre ensemble. Tu as fait 15 ans dans le conseil, tu es fortement engagé sur les sujets de l'inclusion, de l'économie, de la fonctionnalité et du partage. Tu as confondé donc, il n'y a pas longtemps, Metacar Mobility System en 2020. Tu es lyonnaise, à Lyon donc. C'est une entreprise de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc tu es dans la mobilité durable, l'accessibilité pour tous. Depuis 10 ans, tu es au conseil d'administration d'Univers dans l'emploi, donc qui est aussi un groupe de l'ESS spécialisé dans l'insertion des personnes loin de l'emploi, donc toujours sur la métropole de Lyon. Tu es aussi donc tu en as la coprésidence depuis maintenant 2 ans. Et puis tu as, ça c'est intéressant de le souligner par rapport à ce 3e témoignage, tu fais partie de la promotion 2024 de la fameuse CEC, la Convention des entreprises pour le climat, et qui permet de confronter les modèles actuels qui sont souvent
activiste, comme on dit, extractiviste, pardon, activiste aussi, bien sûr, et avec l'idée, bien sûr, de réfléchir sur les fameux nouveaux modèles dits régénérateurs. Alors là, on va voir le point de vue de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire comment cette frugalité, elle trouve sa place donc, dans ta structure et nous redire peut-être 2-3 mots sur Metacar Mobility Systems? Avec plaisir. Donc pour un peu resituer Metacar, Metacar c'est une petite entreprise industrielle. Donc on est basé à Lyon, effectivement on est enregistré dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et vraiment c'est important de l'avoir en tête, on est encore en phase d'amorçage industriel. Donc en fait, nous, on propose une solution d'autopartage qui est basée sur des petits véhicules électriques. Donc la frugalité intervient sur le petit véhicule et je vais vous en parler. Et je rebondis sur ce que disait Jacques. Nous, la volonté, c'est vraiment de proposer une solution de mobilité sur des territoires qui aujourd'hui ne sont pas desservis. Pas desservis par les transports en commun parce que la granularité est trop fine et c'est pas possible. En fait, ce serait pas soutenable financièrement. Et donc du coup, de fait, ce sont des territoires qui sont complètement captifs de la voiture particulière. Grosso modo, si on résume, c'est les couronnes autour des métropoles jusqu'au rural. Et donc nous, Metacar développe une solution qui s'appelle Kiwi. Il faut vraiment voir Kiwi comme étant un maillon dans le bouquet de la mobilité. Donc nous, on propose ce petit véhicule en libre service en autopartage, et donc on loue une Kiwi. On louera une Kiwi, parce que notre phase de déploiement, c'est 2026. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'on est encore en phase d'amorçage. On louera une Kiwi comme on peut louer une trottinette ou un vélo en libre service ici à Paris, au détail près que ce sera dans le périurbain. Et je vous disais, il y a le bouquet de mobilité. En fait, il y a la trottinette, le vélo cargo, le scooter. Et puis après, l'étape d'après, c'est la petite voiture complémentaire, c'est la petite Kiwi. Et puis effectivement, des lignes beaucoup plus structurantes en complémentarité, les bus, les trams, les trains, etc. Donc nous, on fait vraiment de la mobilité de proximité autour de hubs de mobilité. Comment la frugalité s'intègre, nous, dans notre trajectoire, à plusieurs niveaux. Déjà, le véhicule en tant que tel, juste une stat, grosso modo, on a tous à peu près une voiture qui pèse 2 tonnes pour déplacer la plupart du temps 80 kilos. Donc on est parti de ce constat en se disant que c'était peut-être un non-sens pour les usages du quotidien, j'entends. Et donc, du coup, on développe une petite voiture très frugale. Elle fait moins de 500 kg. C'est ce qu'on appelle un quadricycle léger. Souvent, on appelle ça des microcars. C'est l'équivalent de la Mi Citroën, pour faire simple. On développe cette voiture énormément dans de l'éco-conception. Donc, on travaille beaucoup avec l'économie circulaire pour recycler et réutiliser beaucoup de matériaux qui existent déjà. Et puis, il n'y a rien de superflu dans la voiture. Quand on fait des trajets en proximité qui font 5 minutes, on n'a pas forcément besoin de la clim, on n'a pas forcément besoin des vitres électriques, etc., etc. Donc, on est vraiment revenu sur un véhicule le plus basique possible. Nous, la frugalité, c'est sur le hardware déjà, sur le véhicule en tant que tel. La frugalité, elle est aussi sur le modèle économique, sur les usages du quotidien. Donc vraiment, il faut comprendre que nous, notre prisme, il était par les usages. Et c'est là où on vient peut-être un peu en contre-pied de l'industrie auto dans sa globalité. Le trajet domicile-travail, qui est finalement le trajet qu'on fait le plus souvent, c'est en moyenne pour un Français 50 minutes par jour. Dit autrement, ça veut dire que notre voiture dort 23 heures et 10 minutes par jour sur un parking et qu'elle dévalue. Donc la frugalité, elle est dans le modèle économique. On fait de l'économie de la fonctionnalité, on fait de l'économie du partage, on vend un service. Vous achetez un trajet, comme on le fait déjà très bien pour les trottinettes et les vélos en libre service. On n'a rien réinventé, c'est juste qu'on l'applique au modèle de la voiture. Et le dernier sujet sur cette notion de frugalité, du coup, Sandrine, c'est sur le mode opératoire. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a quand même une petite subtilité sur ces voitures. Comment est-ce qu'on rend l'autopartage viable dans des territoires périurbains ou ruraux? Par la capacité de réallouer la flotte en fonction de la demande. Et donc, on a développé la première voiture qui s'emboîte. Vous voyez des caddies de supermarché, on fait ça, mais avec des voitures. Ce qui permet en fait d'avoir une notion très frugale sur la consommation d'énergie. On a un seul point de charge pour des voitures qui sont emboîtées, jusqu'à 10 voitures. Ça, c'est entre guillemets la cerise sur le gâteau. La véritable innovation, elle est sur la capacité à redéployer la flotte de voitures en fonction des besoins, en anticipation de la demande sur le territoire, par un seul opérateur. C'est-à-dire que vos voitures, vous arrivez en train, vous faites 90% de votre trajet en train, vous arrivez à la gare. Là, vous prenez, notre voiture s'appelle Kiwi, vous prenez une petite Kiwi, vous faites votre trajet. On va tous faire un trajet différent. Et là, il y a un seul opérateur qui pourra aller les collecter, les emboîter et les ramener à la gare de départ pour qu'elles puissent à nouveau être empruntées. Donc nous, la frugalité, elle est vraiment sur le mode opératoire aussi, pas que sur le véhicule. Finalement, le véhicule est un moyen d'arriver à mailler un territoire plus finement. Voilà, dit en quelques mots. C'est parfait, le timing est excellent. Et là, on voit bien effectivement que, pour reprendre l'image de l'emboîtement, dans le modèle, il y a la matière, il y a le mode opératoire. Ça a été pensé à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Je trouve que c'est vraiment tout à fait emblématique et j'ai hâte de venir
essayer la petite voiture. Alors, c'est 10 ans de projet, hein. C'est pas sorti comme ça. Et oui, non, mais c'est un énorme projet. Alors, Caroline Pulse, alors, toi, tu t'indiques, comme j'ai adoré, exploratrice de mode de vie low-tech. Le mot explorateur, j'adore. Alors, tu es de formation architecture d'intérieur, tu es née à Liège, en Belgique. Tu nous as rejoint, d'ailleurs, tu m'as dit que tu étais arrivée hier soir. Donc, à travers le design d'espace, tu as exploré la relation entre l'humain et son habitat. Et donc, tu repenses finalement l'habitat comme un écosystème vivant en t'appuyant sur les fameuses technologies douces, ce qu'on appelle aussi les low-tech. Voilà. Et dans ton début de carrière, tu as travaillé déjà dans des projets écologiques. Tu as rencontré Corentin de Châtel-Perron, voilà, en 2018. Ça, c'était à travers un programme Nomades des mers avec Arte. Tu l'as rejoint. Depuis, vous avez fait pas mal de choses, Nomades des mers en 2019. Et puis, pour aller un peu plus vite, au fil des expéditions, tu as conçu récemment avec Corentin donc la biosphère du désert. Tu as été en Basse-Californie et au Mexique. Et puis, tu es revenu en Europe. Et là, tu as développé la biosphère urbaine. Ça, c'est intéressant, tu vas nous en parler. Ça a permis de lancer un programme de sciences participatives. Il y a eu 400 citoyens sur la France. Et vous avez expérimenté les briques de la biosphère urbaine dans le quotidien. Comment ça marche? Certains ont vu des documentaires, c'est assez marrant, j'avoue. Tu peux nous en dire peut-être juste 2 mots. Et puis surtout, comment au démarrage, la frugalité, c'est quoi tes convictions aujourd'hui sur la frugalité? Comment c'est arrivé dans ta vie? Je parlais d'une exploratrice. Et dans ce fameux programme Biosphère urbaine, dont tu vas nous redire 2 petits mots, comment la frugalité, elle vient finalement s'incrémenter tout le temps, tout au long du quotidien, dans ce que j'ai pu en découvrir. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, effectivement, ça fait quelques années que je suis persuadée qu'il y a assez de ressources sur la planète pour tout le monde. Et donc, avant que j'arrive dans les low-tech, j'ai beaucoup travaillé dans l'économie circulaire aussi. Et donc, l'exemple marquant, ça a été le mycélium de champignon. Donc, c'est une espèce à part entière avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans. Alors, parce que je l'ai vraiment personnifié. Parce qu'en fait, ce mycélium de champignon qui est extraordinaire, il est capable de remplacer le plastique, l'isolant, le packaging, le polystyrène expansé, etc. Et donc, du coup, ça m'a amené à réfléchir à comment est-ce qu'on peut produire des objets qui nous entourent. Et donc, pour la petite histoire, pour cultiver des pleurotes, il nous faut 1 kilo de pleurotes, c'est 5 kilos de substrat. Donc, c'est le marc de café, par exemple, qu'on peut récupérer à vélo, et de la paille. Et sur ces 5 kilos de substrat restants, en fait, on peut le récupérer pour en faire des mycomatériaux. Et donc, c'est un exemple assez concret et qui m'a beaucoup ouvert l'esprit sur le fait qu'on pourrait collaborer avec les espèces vivantes qui nous entourent pour justement se sortir de cette opération d'extraction d'énergie fossile pour justement repenser nos manières d'habiter la planète et de produire les objets qui nous entourent. Et donc tout ça, ça m'a amené à étudier d'autres innovations frugales, donc les low-tech dont tu parlais tout à l'heure. Et donc il y a eu toute une phase de documentation grâce à l'expédition Nomades des mers. Donc on est allé sur place dans des pays différents, des pays déjà sous contrainte, et on a essayé de diffuser un maximum ces innovations pour que d'autres puissent les adapter à leur tour en fonction de leur contexte. Et donc, on a lancé le programme Biosphère avec Corentin, où on va mettre en synergie toutes ces innovations frugales ensemble. Et donc, on a créé un espèce d'habitat écosystème. Donc, la première expérimentation s'est déroulée dans le désert, où sur 60 mètres carrés, on a mis en synergie toutes ces inventions low-tech avec du vivant. Et dans cet habitat, on a été capable de produire assez d'eau, d'énergie et de nourriture pour 2 humains. Donc on a fait ça dans le désert parce que vous allez voir, on travaille beaucoup par itération dans une certaine démarche scientifique. Et donc comme dans les boîtes de pétri, on va valider certains concepts. Et donc on va isoler certains sujets, certains paramètres. C'est pour ça qu'on s'est installé dans le désert pendant 4 mois. Et ensuite, une fois qu'on a validé cela, on a pu adapter cet habitat écosystème, ce concept, en ville, en milieu urbain, densément peuplé. Et donc, on s'est installé pendant 4 mois en région parisienne, dans un ancien immeuble que nous a prêté la mairie de Boulogne-Billancourt. Et donc, comme c'était un bâtiment des années 70, j'allais dire 70,
c'est par définition un bâtiment, enfin, c'est une passoire thermique, et donc du coup on a réussi à faire avec l'existant, on a essayé d'aménager un petit espace, un appartement de 26 mètres carrés pour rester compatible avec la vie citadine à Paris. Et donc l'idée c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait adapter l'habitat écosystème du désert en milieu urbain. Et ce qui a été génial avec ce programme, c'est qu'on a pu aller encore plus loin du concept biosphère. Donc biosphère, c'est vivre en synergie avec d'autres espèces vivantes que l'humain, et puis aussi intégrer des low-tech. On s'est rendu compte qu'au-delà de l'habitat écosystème de l'appartement, on a pu ouvrir la biosphère en écosystème humain. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur le fait d'être en milieu urbain dense pour se partager les tâches avec d'autres voisins, des acteurs locaux, une ferme, une épicerie collaborative. Et grâce à ce réseau, ça nous a permis d'expérimenter un mode de vie low-tech en milieu urbain. Donc c'est vraiment cette expérience qui nous a permis d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait vivre bien sous la barre des 2 tonnes équivalent de CO2 par an et par personne, là, dès maintenant, donc j'avais fait ça en 2024. Donc voilà, l'idée c'était de voir comment est-ce qu'on peut vivre de manière frugale en ville pour 2040. Ça marche? Oui, ça marche. Non seulement tu expérimentes, mais ça marche. C'est ça qui est absolument fabuleux. Et c'est pas conceptuel. Aujourd'hui, on est vraiment dans la mise en application. En tout cas, c'est ce qu'on va retenir. Alors, Nevi, par rapport à cette frugalité, il y a une dimension que tu aimes bien développer, c'est la notion de dimension systémique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment que c'est un aspect que tu as développé dans des articles ou des ouvrages récents ou à venir? Bien sûr. Alors en fait, en 2022-2023, j'ai compris que j'ai passé trop de temps à Paris, parce que j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait quasiment tous mes travaux de conseil à Paris. Donc je souffrais, si vous voulez, d'un tropisme parisien. Donc j'ai décidé qu'il est temps peut-être que je quitte Paris et que j'aille faire un tour de France pour aller comprendre en fait comment les territoires mènent la transition écologique. Et à ma grande surprise, en fait, en visitant des villes pionnières comme Los-Angeles en Hauts-de-France ou l'agglo Val-de-Grande avec Jacques, j'ai découvert en fait que les élus locaux visionnaires comme Jacques en fait ou Jean-François de Caron, ancien maire de Los-Angeles, ils menaient plusieurs transitions sociales, économiques, culturelles, écologiques et surtout démocratiques, avec la participation démocratique, de manière globale et systémique. Et je crois que Jacques était un peu trop modeste, mais j'ai vu sur le terrain, il ne l'a pas dit, mais j'ai vu plein d'exemples justement de cette transition systémique, comme par exemple la conversion des friches industrielles pour accueillir des usines qui sont décarbonées, qui est incroyable. Si vous avez le temps, il faut absolument aller le voir. Il y en a plein d'exemples dans son aglo, y compris un exemple avec un couple franco-italien, marocain, qui combine les déchets de tomates avec l'huile d'argan pour fabriquer toute une gamme de produits de beauté. Bref, j'en passe, mais il faut faire un documentaire sur son aglo, quoi. Je fais la pub, mais voilà. Mais en fait, pourquoi ça m'intéressait? Parce que s'il y a un rapport plus que GIEC, que je lis depuis maintenant 10 ans, c'est le rapport de la Cour des comptes. Or, le dernier rapport indique très clairement que la Cour des comptes dit que la France doit faire des économies de 110 milliards d'euros en dépenses publiques d'ici 2029. Donc, si on veut éviter l'austérité, il faut bien qu'on pratique la frugalité de manière proactive et surtout de manière systémique à plusieurs échelles, donc nationale, régionale et territoriale. Et là, un petit peu de pub, désolé, mais justement, dans le mois prochain, donc, je sors mon prochain livre qui s'appelle « L'économie frugale », qui montre en fait comment on peut construire une économie qui est inclusive et régénérative au niveau des territoires en valorisant mieux toutes nos ressources physiques et humaines. Par exemple, on peut encourager nos entreprises à mutualiser et partager leurs ressources, y compris le salarié. Ça peut paraître choquant, mais ça peut être très utile pour les PME, par exemple, pour recruter en CDI des experts en IA ou en durabilité et se les partager sur la base de projets entre les entreprises membres. C'est le cas déjà d'une association comme Venetis en Bretagne ou Genesis en Normandie. De la même façon, au lieu d'installer un gigafactory quelque part en France, aux dépens de tous les autres territoires, on peut aussi réindustrialiser la France intelligemment en construisant de micro-usines et des chaînes de valeur circulaires dans les territoires
comme le font par exemple des startups comme Avatar Mobility basées à La Rochelle. Et enfin, on peut créer des emplois stables et bien rémunérés en régénérant la biodiversité naturelle et culturelle dans nos régions, comme le fait par exemple la marque de cosmétiques brésilienne Natura, en utilisant justement les connaissances traditionnelles agricoles des tribus d'Amazonie pour justement créer des produits de beauté qui sont durables, mais en même temps créer des emplois et des revenus dans l'Amazonie. Donc en s'appuyant sur 100 exemples inspirants, je montre en fait comment on peut désapprendre l'état d'esprit dominant de notre système capitaliste qui se caractérise par la concurrence impitoyable, la compétition, la centralisation de la production, la concentration du pouvoir et l'extraction débridée des ressources naturelles. Et je montre en fait comment on peut cultiver un nouvel état d'esprit vertueux qui se base sur la coopération, comme le partage de ressources inter-entreprises, la distribution. Alors, il ne s'agit pas de la distribution des revenus au sens plutôt de gauche, mais plutôt la distribution des opportunités et moyens de production en ancrant la réindustrialisation au sein des territoires. Et enfin, la triple régénération qui vise à régénérer simultanément les personnes humaines, les territoires et la planète. Donc, une économie frugale, en fait, elle repousse les limites de notre imagination pour construire un monde meilleur, tout en respectant les limites planétaires. Parce que, désolé sur cette note controversée que je vais conclure, c'est qu'en fait, je pense que l'être humain est câblé pour faire plus et mieux au niveau de son savoir-être. Donc, les planètes limitaires, il faut les respecter, ne pas les dépasser. Mais en même temps, il faut aussi repousser les limites de notre ingéniosité et notre sagesse humaine. C'est très sage ce que tu nous dis toi-même, c'est très intéressant. On retient les trois volets personnes, territoire et planète dans la régénération. Je trouve que c'est une approche effectivement pertinente. On a hâte de te lire. Alors, Laure, la frugalité, il faut la rendre désirable. Là, dans la salle, on a envie de faire de la frugalité, mais en fait, il faut la rendre désirable de façon plus large et sortir de l'UNESCO. Comment tu fais, toi, avec tes consommateurs dans ton entreprise? Comment tu la rends désirable, cette frugalité? Le premier volet pour rendre une marque désirable, un produit désirable, et faire adhérer le consommateur au discours, c'est la pédagogie. L'objectif, c'est d'avoir le discours le plus clair et le plus transparent possible sur tout ce qu'on fait. Et ça va passer sur nos matières premières. On va expliquer au maximum la composition, la traçabilité, d'où elles viennent, comment elles sont fabriquées, et être le plus transparent possible sur ça. Le second volet, c'est les méthodes de production. On va aller voir nos fabricants, on va aller voir nos usines, on va comprendre comment travaillent nos artisans, on va indiquer leur prénom sur nos sites internet pour expliquer aux consommateurs par qui est fabriqué le produit. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet, on sait parfois comment est fabriqué notre produit, mais pas par qui. Le produit, il a une histoire et c'est important de le raconter. Et le dernier volet, c'est le sujet des prix. On essaye d'être le plus transparent possible sur nos prix de vente. Pourquoi est-ce qu'une paire de chaussures coûte ce prix-là? Alors, on va détailler chaque poste de charge, le coût des matières premières, le coût du savoir-faire, les marketing, les salaires, sous chaque fiche produit, pour que le consommateur sache vraiment ce qu'il achète. Pour convaincre les plus réfractaires, les personnes qui sont les moins sensibles à tous ces enjeux environnementaux, on va essayer de placer le curseur sur d'autres aspects. Le premier, ça va être l'esthétisme. On essaye d'avoir un produit qui est le plus esthétique possible. On fait attention aux détails, à la qualité du produit, pour qu'il soit aussi joli qu'une paire de baskets classique. Le second sujet, c'est la durabilité. On essaie d'avoir un produit qui dure le plus longtemps possible. On teste des matières en permanence. On innove avec de nouvelles matières et on fait tester les produits dans différents centres. Et le dernier volet, c'est le confort. On crée des chaussures qu'on a envie de porter toute la journée, au bureau, pour sortir, et dont on n'a pas envie de se séparer, pour essayer de convaincre maximum de personnes. Le dernier sujet, pour rendre la marque désirable, c'est vraiment d'inclure le consommateur au sein de la marque et de le rendre acteur de l'aventure. Pour ça, on va administrer des questionnaires de co-création pour co-créer ensemble les produits dont ils ont vraiment besoin. L'objectif, c'est de créer des produits qui répondent aux besoins du marché et que le consommateur a aidé à co-créer pour qu'il se sente vraiment impliqué dans le processus de création. On va créer des événements physiques, on va essayer de recréer du lien social. On a une ère du digital où on vend principalement en ligne, où on ne se rencontre plus, on ne se parle plus, on ne voit plus ses clients. Donc on va essayer de recréer du lien social avec des événements physiques, avec notamment des courses. On a lancé un running club pour aller courir tous les mois à Bordeaux. Donc on va essayer comme ça de recréer du lien social. Et puis enfin, on essaie de l'engager dans les processus de décision de la marque. L'année dernière, on a levé des fonds
et on souhaitait être le moins possible dépendant d'organismes bancaires ou de fonds privés. Et donc, pour ça, on a ouvert le capital, oui, mais à notre communauté. C'est nos clients qui sont nos actionnaires aujourd'hui. On a plus de 700 clients actionnaires. Et donc, l'objectif, c'était de leur ouvrir le capital financier de l'entreprise et qu'ils puissent acheter une action à partir de 7 €. Et donc, vraiment les inclure dans toutes les décisions stratégiques de la marque. Ok, merci beaucoup. Alors, Jacques, on repart dans le territoire. Cette frugalité, comment elle s'inscrit dans la vie des citoyens? Vous m'entendez pas? J'ai pas mis mon micro. Là, vous m'entendez mieux. Hein. Excusez-moi. Et donc, cette frugalité, donc dans les territoires, comment elle s'inscrit chez les citoyens ou chez les agents, dans les équipes de la collectivité? Comment tout ça s'inscrit? Et puis même de façon plus globale, chez les acteurs du territoire, en ruralité. Comment ça fonctionne? Comment c'est désirable? Comment on leur donne envie d'aller sur la frugalité? Parce que vous êtes locomotive, vous poussez le sujet, mais comment vous embarquez les gens? Alors, la première chose qu'on a regardée, c'était comment on devait en parler. Et on s'est aperçu rapidement que on était parti plutôt sur l'idée de la sobriété, et on s'est aperçu que ça avait une image, ça portait une image négative, une image de privation. Et donc on a décidé de ne pas utiliser ce mot-là et de chercher comment. Et on a vite abouti à l'idée que dans tous les cas, pour imposer ce thème-là, il fallait qu'on fasse ensemble. Il fallait faire ensemble. Et on a décidé que l'ensemble de nos actions, alors que ce soit à tous les niveaux, que ce soit avec les élus, avec les agents, avec les acteurs, avec les citoyens, on devait faire ce travail d'éducation autour de l'information, de la sensibilisation, de la concertation, et puis également de cheminer avec l'ensemble des personnes. Ça se traduit comment? Ça se traduit par rapport aux élus, par exemple. On a décidé ensemble de monter en compétences. Et donc, on a mis en place des rencontres apprenantes en faisant intervenir des experts qui viennent. On a des rencontres apprenantes 4 à 5 fois par an qui viennent exposer, prendre un sujet et l'exposer dans une soirée. Ensuite, on a des rencontres en territoire où là, on invite et on va sur un sujet, mais c'est avec nous, avec l'ensemble des agents, on va essayer de prendre en compte ce sujet, de le tordre, de l'amener à être prise en compte par l'ensemble des élus. Sur les agents, on a créé des labs où les agents de services différents vont aborder un sujet et ensuite nous proposer des actions, et nous, derrière ça, on leur demande de venir nous expliquer ce qu'ils nous proposent, et on fait un choix chaque année dans les budgets d'inscrire un certain nombre d'actions qui correspondent pas. C'est pas des actions sociales pour les agents, c'est bien des actions pour le territoire. Si je prends des exemples pour les acteurs économiques, j'ai parlé tout à l'heure de la feuille de route, mais Nevi a parlé d'une friche qu'on a repris. Donc effectivement, une friche vraiment importante, une friche de 120 000 mètres carrés. Dedans, il y a plus de presque 70 000 mètres carrés de bâtiments. On a entièrement repris. C'était anciennement Seita qui était parti. C'était un centre de battage avec des choses très abîmées. Et aujourd'hui, on a quasiment tout revendu, c'est-à-dire qu'on a tout véritablement recyclé à l'intérieur de ceci. On a aujourd'hui 55 000 mètres carrés là-dessus. On a des panneaux photovoltaïques sur la toiture, sur une centrale à 3 hectares en toiture. On a installé un fabricant de ciment bas carbone. C'est celui qui est le reconnu plus bas carbone, fabricant de ciment de France. On a installé, il n'y a pas très longtemps, une entreprise qui fabrique des remorques électriques autoportées. Donc voilà, on a là-dessus voulu changer l'idée de ce qui était une friche en le transformant en un lieu qui était un lieu très valorisé, parce que les activités qui étaient à l'intérieur étaient valorisantes, et le lieu est devenu aujourd'hui, en fait, c'est devenu une zone qui était complètement abandonnée, est devenue la zone où
globalement, on peut faire notre pub pour l'agglomération. Et à l'intérieur, les entreprises, les chefs d'entreprise et l'ensemble des personnes qui travaillent là, sur ce site-là, on a maintenant à peu près 400 personnes qui retravaillent sur ces sites-là. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens sont fiers de ce territoire. C'est parce qu'on a bâti avec eux ce projet. Je pourrais parler d'un autre projet en termes économiques qui est intéressant. C'est on a, à partir de la feuille de route que l'on a bâtie, on a beaucoup travaillé sur le sujet de l'éco-construction, éco-rénovation, parce qu'on a un habitat qui est plutôt détérioré, qui est à la fois des passoires thermiques, mais également des bouilloires thermiques l'été. Et donc, comment on pouvait ramener de la qualité de vie à l'intérieur de ces habitats. Donc, on a mis en place un vrai projet d'accompagnement et des entreprises et également des propriétaires, de manière à voir comment on pouvait faire des travaux. Pour les entreprises, c'était de l'activité, c'était ça en plus. Mais le contraste, c'est que les entreprises, à partir de ce moment-là, elles travaillaient ensemble et elles essayaient de travailler de manière à baisser les coûts d'intervention, de manière à... Donc, ils ont commencé à travailler sur des utilisations concertées de matériel, de mutualiser, alors que ce sont des gens concurrents, mais de mutualiser du matériel qui pouvait être trop onéreux et ne travaillant pas assez, et donc pas rentable. Mais en fait, ils ont commencé à faire du travail comme ça. Et puis ensuite, on s'est posé des questions sur des matériaux qui étaient précédemment sur le territoire, en particulier le chanvre, où maintenant on est en train de relancer une filière chanvre là-dessus. Donc là, on a déjà commencé l'année dernière. On a fait des fibrés, puisque le chanvre, en fait, on utilise trois produits dans le chanvre: la fibre, la chènevotte et puis la graine. Donc on a des marchés maintenant pour l'ensemble de ces produits. Et on est sur la création d'une usine maintenant de défibrage en utilisant la créativité d'un paysan géotrouve-tout qui n'est pas sur le secteur, mais qui a déjà fait quelque chose sur les Deux-Sèvres et qui va venir nous implanter une usine, en fait, à un coût 10 fois inférieur à ce que serait une usine qu'on devrait faire pour ce type de travail. Bravo. Donc, on voit bien qu'en travaillant ensemble, on arrive à trouver des solutions et on essaie de faire la même chose avec les citoyens, parce que c'est important qu'on amène tout le monde à évoluer là-dessus. On essaie de faire la même chose avec les citoyens, c'est-à-dire que dans l'ensemble de nos projets, je vous l'ai dit, on inclut les citoyens dès le départ pour être... Suivant les projets, ça peut aller jusqu'à la co-construction, c'est pas toujours, ou de la co-décision, c'est pas toujours le cas, mais au moins qu'ils soient avec nous tout au long du projet, parce que ça nous permet, à la fois ça nous coûte du temps pour mettre en place le projet au départ, mais ça nous permet de gagner beaucoup de temps après. Et du coup, on retiendra un mot, c'est fierté. Si nos citoyens sont fiers, ils accompagnent, on y va. Alors, parce que le temps galope, le temps n'est pas frugal. Je me tourne vers Tiffaine. Alors, côté entreprise, comment on rend la frugalité désirable pour les dirigeants d'entreprise, les parties prenantes de l'entreprise, et peut-être avec ton expérience au sein de la CEC, comment s'est vécu ce modèle de la frugalité? Comment c'est partagé? Effectivement, quand on a préparé cette session, tu m'as demandé de faire un peu de résonance avec le parcours de la CEC, et un des enseignements majeurs de la Convention des entreprises pour le climat, c'est vraiment tout ce qui a été évoqué ici, c'est-à-dire cette notion d'embarquement, de travailler en collectif, de travailler la résilience à l'échelle d'un territoire et d'embarquer les différentes parties prenantes. Nous, chez Metacar, déjà, premier chef, c'est l'embarquement des équipes. Quand on développe une feuille de route qui n'est pas business as usual, et notamment avec des ingénieurs qui développent une voiture et qui ont été formés pour développer une voiture comme on l'a fait jusqu'à présent, de dire, en fait, on va venir injecter des nouvelles composantes que sont beaucoup plus d'économie, enfin, déjà tout court de l'économie de la circularité, et puis plus que ce que vous auriez pu imaginer. On va venir travailler en coopétition. Alors, c'est marrant, Nevi, que tu citais Avatar Mobilité, parce que pour le coup, on travaille avec Avatar Mobilité sur le châssis, où on essaye de mutualiser, donc en coopétition, c'est-à-dire qu'on est tous deux constructeurs d'une microcar. En revanche, il y a des choses qu'on peut faire intelligemment ensemble. Et donc, toute la filière du véhicule léger intermédiaire en France se structure. Il y a une association qui a été créée qui s'appelle l'Avélie. Donc voilà, pour revenir sur cet enseignement fondamental qui est de dire il faut embarquer. Il y a d'abord l'embarquement des équipes, il y a l'embarquement des partenaires. On ne travaille plus avec des sous-traitants, en fait, on co-développe.
les différentes parties, voire même on les co-développe avec nos concurrents. Donc voilà, je sais que dans la salle, on a un des partenaires de Metacar qui est là et avec qui on travaille justement sur ces sujets de co-développement. Et puis après, il y a les parties prenantes au sens large. L'embarquement, comme je vous le disais, nous, le véhicule, en fait, c'est un moyen de mettre sur un territoire une solution de mobilité qui va mailler en proximité. Et donc là, du coup, il y a l'embarquement de toutes les parties prenantes. Donc on rediscute du schéma de mobilité avec la collectivité, avec l'opérateur, avec le futur usager. C'est quoi, vous, votre voiture du quotidien, en fait c'est quoi votre mobilité du quotidien? De quoi avez-vous besoin? Donc voilà, nous, c'est vraiment cette notion de travailler en partenariat et en co-construction, y compris sur des sujets où on aurait pu penser qu'on était en compétition, et d'aller chercher la mutualisation, et notamment à l'échelle de la filière. Clairement, nous, quand on veut travailler sur la circularité, alors ce qui signifie aussi que le projet, il est sans arrêt sur la brèche. Quand on travaille sur l'économie de la circularité pour construire une voiture, autant vous dire que quand on réemploie du matériau, quand on remanufacture des pièces, il y a des sujets de pays, il y a des sujets de sécurité, il y a des sujets d'homologation. Et donc tout ça, ça se travaille. Donc quand je vous dis l'embarquement, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'embarquement des partenaires, c'est aussi l'embarquement de toute la sphère réglementaire pour faire évoluer l'environnement. C'est tout l'embarquement de la filière de du recyclage de certaines pièces ou du réemploi de certains matériaux. Chez les équipementiers automobiles, c'est le remanufacturing avec les process qualité associés. Enfin voilà, donc il y a cette notion d'embarquement, elle va très très loin en fait. Quand on parle de parties prenantes, c'est vraiment au sens très très large. Ouais. J'ai des petits soucis avec ce micro, tout va bien. Caroline, on vit dans 26 mètres carrés, c'est confortable? Comment on rend la frugalité désirable vis-à-vis de l'individu qu'on peut être les uns et les autres en tant que citoyens? Et puis la notion de science participative aussi, peut-être ça. Comment tu animes ça, cette frugalité? Oui. J'aimerais juste faire un petit point sur la désirabilité, parce que je trouve qu'il faudrait peut-être poser la question, inverser la question, comment rendre la désirabilité frugale, parce que pour moi, la désirabilité, c'est complètement culturel. Les codes de la désirabilité, ils évoluent, ils se transforment tout le temps. Donc nous, ce qu'on propose avec notre association Biosphère Expérience, c'est de mettre tout le monde d'accord autour du bien-être, du bonheur et de l'émerveillement. Et donc pour ça, les habitats biosphères qu'on est en train de mettre en place, en fait, ils éveillent les sens parce qu'on a beaucoup de nature à la maison. Et en fait, toutes ces interactions qui sont créées, elles sont super intéressantes parce qu'elles font que vivre avec un élevage de grillons dans son appartement, donc on entend les sons, l'eau qui coule dans le système de rivière, font que c'est désirable. Ensuite, quand on utilise des bactéries, quand on collabore avec des bactéries dans la salle de bain qui vont filtrer l'eau de la douche pour arriver directement dans un système de culture de plantes qui, elles, vont nous nourrir en retour, ça, c'est désirable. Pareil, quand on va faire du sport et que pendant nos 40 minutes de rameur, on fait aussi en même temps notre lessive, ça devient désirable et même convivial avec ses voisins, avec ses voisins de palier. Donc, voilà, nous, on est partis sur ce principe-là, que la désirabilité, il faut nourrir, en fait, d'autres façons, d'autres formes de désirabilité à travers toutes ces expériences du vivant. Et d'ailleurs, donc, tu parlais du programme de sciences participatives. Effectivement, je voudrais juste préciser que Corentin et moi-même, on a été cobayes d'une expérience de 4 mois. On a été entourés par plein d'experts, notamment l'Agence spatiale française. On a eu un nutritionniste, des experts de la santé pour bien voir si ces modes de vie low-tech étaient bons pour notre santé. Et effectivement, merci aux scientifiques qui nous ont suivis. Effectivement, on sait grâce à eux, on sait que ces habitats biosphères sont bons pour la santé et bons pour la planète. Et donc, du coup, en parallèle de notre expérience à Boulogne-Billancourt, on en a profité d'être en ville cette fois. Donc, on n'était plus du tout isolés pour lancer un programme de sciences participatives qui a permis à plus de 400 citoyens en France et ailleurs de répliquer des briques de ce mode de vie low-tech en ville. Donc, il y a eu d'autres personnes qui ont cultivé des champignons dans leur douche, d'autres personnes qui ont testé la douche par brumisation pour économiser l'eau. On a eu aussi des éleveurs de grillons pour la dégustation et l'apport en vitamine B12. Et donc,
ce programme de sciences participatives, il est très important pour nous parce que ça nous a permis de collecter un maximum de données sur l'acceptabilité de ces innovations chez les uns, chez les autres. Et donc là, on est en train de mettre en place, de rédiger un rapport expérimental qui va sortir dans quelques mois, en même temps que la web-série Arte qui retrace toute l'expérience à Boulogne-Billancourt. On va suivre vos aventures, c'est absolument passionnant. Enfin, j'ai vu des sourires là dans la salle, la désirabilité, tu l'as déjà enclenchée là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont aller voir Biosphère urbaine. En tout cas, on ne peut que vous encourager à le faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la récupération de la donnée sur l'acceptabilité et du coup la désirabilité, ça pour montrer que ça marche. Ça veut dire qu'il me reste une demi-heure, c'est ça, monsieur? Alors, on continue. Vous avez tous remarqué sur les affiches que l'Université de la Terre, c'est Future and Nature. Voilà. Et du coup, peut-être c'est intéressant de vous poser la question à tous les 5. Cette frugalité, dans ce thème de nature et du futur, comment vous faites le lien? Est-ce que vous pensez que la nature aime la frugalité? Pas évident. En tout cas, comment chacun, par rapport à vos activités, vos parcours, ce que vous vivez, vos convictions, comment vous mettez en adéquation nature, future et frugalité? Navy, first. Alors justement, dans mon prochain livre, L'économie frugale, en fait, je me suis inspiré des 3 qualités qu'on trouve dans la nature, qui est le fait que la nature, elle est généreuse. Ça a été prouvé par Caroline Simard dans son TED Talk sur comment les arbres communiquent. Donc la nature, elle est altruiste, donc d'où l'inspiration de mutualisation et de partage de ressources entre entreprises qui peut s'inspirer de la nature. Donc cette première qualité, c'est la coopération. Deuxième qualité de la nature, c'est qu'elle est distribuée, elle est localisée. Donc un exemple concret que j'aime bien, c'est le fait que les protéines, ce sont quand même les briques Lego de notre corps physique. Et pourtant, il n'y a pas un organe dédié dans notre corps qui fabrique tous les protéines dont toutes nos cellules ont besoin. Parce qu'en fait, chaque cellule produit localement les protéines dont ils ont besoin, adaptées à ces besoins-là. Et donc, les ribosomes sont en fait des micro-usines situées dans chaque cellule qui produisent localement à la demande ces protéines. Et c'est ça qui m'a inspiré cette idée de production distribuée avec des micro-usines qu'on peut installer dans tous nos territoires. Donc, la nature, elle est aussi frugale de par ce fait qu'elle est résiliente aussi parce qu'elle distribue sa production et non pas centralisée dans des énormes usines. Et puis, troisièmement, elle est régénérative. Donc, effectivement, elle n'est pas en train d'extraire... effectivement, parce que si elle connaît une croissance exponentielle, ce serait le cancer. Donc, la nature, c'est intéressant parce qu'en fait, selon le livre de Mukherjee, là, qui est écrit, alors, je ne sais pas comment ça s'est traduit en français, mais en fait, c'est un cancérologue très connu pour un livre sur le cancer, l'empereur des maladies. Et son dernier livre, c'est The Song of the Cells, où justement, il explique que les cellules, en fait, trouvent une voie médiane entre l'ascétisme et l'hypercroissance. Et c'est là que je me suis inspiré pour développer le concept de régénération, pour dire que finalement, la nature, en fait, elle est ni ascétique, ni effectivement, comment on appelle ça, fait une forme d'extraction débridée de ressources. Et donc, voilà, donc effectivement, je pense que la nature, elle est frugale dû par ce fait que voilà, elle se fonde sur 3 qualités qui sont la coopération, la distribution et la régénération. On l'a bien noté. Alors, Laure, je me tourne vers toi. Comment toi, tu nous traduirais ça, ce lien avec la nature? Ouais. Dans la nature, on observe le principe du cycle fermé, c'est-à-dire que le déchet d'un organisme peut devenir une ressource pour un autre. Par exemple, lorsqu'une plante se meurt, elle se décompose, elle vient nourrir le sol et elle devient une ressource pour un autre organisme. On pourrait presque parler de résilience écologique, puisque tout est interconnecté et tout se régénère, comme tu l'as très bien dit, Annie. Au contraire, l'industrie de la mode, on le sait, elle ne fait pas preuve du tout de résilience écologique. Elle est même au contraire très gourmande en ressources, en eau notamment, lorsqu'il s'agit de produire du coton ou pour le tannage du cuir. Et elle est extrêmement polluante puisqu'elle rejette beaucoup de CO2. Chez Zeta, on essaye de préserver au maximum la nature et ses ressources. Et c'est pour ça qu'on utilise uniquement des matières recyclées, des matières qui sont déjà à disposition, et en limitant la création de matières naturelles et brutes. Merci. Oui,
Et pour finir, je reprenais mon souffle. Et je pense qu'il faudrait s'inspirer de ce que nous dit la nature, des principes de la nature pour l'appliquer à nos sociétés humaines, pour optimiser les ressources qu'on a déjà à disposition. Merci. Vous avez compris que je fais un travail extraordinairement désagréable parce qu'en fait, il n'y a pas de frugalité dans ce que vous dites parce que tout ce que vous dites, on le boit, c'est formidable, on n'a pas envie de vous arrêter, mais je vois que le temps tourne et après, c'est Jacques qui va me dire, Sandrine, les universités de la Terre, on ne va pas faire ça pendant 4 jours, on doit faire ça que pendant 2 jours. Jacques, je me tourne vers vous. Alors, dans les territoires ruraux, nature, ça vous connaît, frugalité, en 2 mots? Je vais prendre juste un exemple, c'est l'eau. Je vous ai dit, l'eau, en termes quantitatifs, c'est très souvent ou trop ou pas assez, puisqu'on enchaîne les périodes d'inondation avec des périodes qui sont périodes de sécheresse. Et puis l'eau, c'est aussi la qualité, puisqu'on sait qu'on a des qualités d'eau qui ne sont pas très très bonnes, des masses d'eau ne sont pas en très très bonne qualité. Et nous avons, nous, au niveau de l'agglomération, décidé avec les acteurs utilisateurs de l'eau, c'est-à-dire collectivité pour l'eau potable, mais après l'agriculture et puis l'industrie, de mettre en place un projet, ça s'appelle un projet territorial de gestion de l'eau, de manière à aboutir à une meilleure gestion des consommations d'eau, et d'autre part, à aboutir à une meilleure qualité de l'eau. Et aujourd'hui, on est à maintenant 7 intercommunalités qui sont autour de nous, qui sont engagées dans ce travail-là, et l'ensemble des filières agricoles et du monde industriel qui est engagé avec nous sur ce projet. La thématique de l'eau est effectivement une thématique très très forte et on n'en parle pas assez. Tiffaine, côté entreprise, qu'est-ce qu'on va dire dans l'écosystème des entrepreneurs sur la nature, frugalité? Moi, il y a une lecture qui m'a fortement marquée, qui est une lecture d'Olivier Hamon, qui vient opposer au concept de performance qui drive notre quotidien, cette notion de robustesse. Et un des exemples qui est cité, c'est la photosynthèse. Dans la nature, la photosynthèse, c'est clairement le concept de sous-optimalité. Je crois que c'est 1% de rendement. Voilà, notre petite kiwi, elle pourrait avoir 1 tonne de radar, de recul, la clim, enfin tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, pour faire 5 minutes par jour, la petite kiwi, elle a juste besoin de 4 roues, un châssis et une carrosserie. Donc ce principe de sous-optimalité, inspiré de la nature, la photosynthèse par exemple, c'en est un parmi d'autres, on se l'applique au quotidien. Moins mais mieux. Voilà. Merci beaucoup. Alors Caroline? Alors, un exemple très concret, je dirais, c'était lorsqu'on est allé dans le désert pour faire notre expérience biosphère. Donc, on est arrivé, on a débarqué avec notre habitat écosystème de 60 mètres carrés, ultra performant pour être bien, tout simplement, même dans un environnement hostile. Et en fait, on s'est rendu compte que l'environnement dans lequel on était beaucoup plus performant que nous. Parce qu'en fait, même dans le désert, les abeilles, les coyotes, en fait, on pensait qu'on allait avoir juste des crotales et des scorpions, mais en fait, c'était bourré de vie. C'était incroyable à quel point la nature peut être résiliente avec vraiment rien du tout. Donc, on a beaucoup à apprendre du vivant et j'espère qu'on va pouvoir mieux collaborer et la comprendre pour avancer. Formidable. Moi, je pense que là, on écoute de l'enthousiasme, de l'envie, des cas concrets. Je vois que le temps avance et l'idée, c'est aussi d'avoir un petit moment d'interface avec vous. Alors, je vous propose, on fait une conclusion speed en un mot, chacun, ou une expression, parce qu'on a dit beaucoup de choses. C'était absolument passionnant et c'était particulièrement incarné. Merci beaucoup. Névi, Laure, Jacques, Tiffaine, Caroline, chacun votre mot de la fin. On est parti. D'accord. Au lieu de choisir entre la décroissance et l'hypercroissance, la France peut montrer une 3e voie en construisant une économie frugale qui valorise et enrichit l'humain, les territoires et la planète de manière synergique et systémique. C'était pas plus qu'un mot, mais c'était passionnant. La frugalité comme vecteur social, côté entreprise, ça peut permettre aux entreprises de travailler avec des acteurs locaux, de mutualiser les ressources. Et côté consommateur, essayer de penser location, prêt, plutôt que d'avoir systématiquement recours à l'achat. Merci Laure. Jacques? Moi, je dirais donner envie. Si on veut entraîner un territoire, il faut absolument donner envie. Et je prendrai un exemple. On a travaillé assez longtemps avec le monde de l'agroalimentaire et de l'alimentation sur un projet autour de l'alimentation saine et durable. On n'y arrivait pas. On n'arrivait pas.
On a changé un tout petit peu. On a parlé d'alimentation saine, durable et gourmande. Et depuis, ça fonctionne. C'est le sud-ouest. Hein. Ah non, mais avec les bonnes choses et avec la gourmandise, on peut faire beaucoup de choses. Je suis tout à fait en phase avec ça. Tiffaine. Plutôt qu'un mot, une image peut-être, toujours en lien avec la nature. Vous voyez les nuées des tourneaux. Finalement, c'est une masse d'oiseaux, un peu comme les bancs de poissons. Choisissez l'image que vous voulez. C'est les petits oiseaux à la marge ou les poissons à la marge qui captent ces signaux faibles et qui emmènent le groupe. Donc voilà, soyez ces petits oiseaux, ces petits poissons. On va être ces petits oiseaux. On a même l'image de la murmuration. Vous savez, quand tous ces oiseaux volent ensemble, et c'est absolument magnifique, à la fois esthétique et efficace. Alors, Caroline? Je dirais réensauvageons-nous, je vais y arriver. Nous habitons sur une biosphère, donc faisons en sorte de vivre comme dans une biosphère et de prendre en compte toutes les espèces qui vivent en cohabitation avec nous, avec qui on est interdépendants. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. C'était très vivant et très incarné. Alors, je pense qu'on a encore une quinzaine de minutes. Pas de frugalité dans vos questions. Allez-y, bombardez. On va essayer de vous répondre. Vous avez devant vous un micro qui vous permet de prendre la parole. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Et en plus, j'ai la joie de voir qu'il y a Francis Allais avec nous, juste devant. C'est bien ça? C'est extraordinaire. C'est une grande joie. Et merci beaucoup. Et j'aurais souhaité, si je peux me permettre, Navi, vous aviez quitté les États-Unis. Moi, sûrement vous entendez mon accent. J'ai un petit accent français et canadien, canadien-français. Ouais. Et j'ai beaucoup travaillé avec les Américains et tout. On sait la diversité, mais c'est intéressant le fait que vous êtes partis. Je ne sais pas si on peut savoir vos raisons. Et comment vous trouvez l'Inde? Parce qu'en ce moment, on n'entend pas beaucoup parler de l'Inde. Et pourtant, il y a plein de choses. Vous êtes un des pays les plus nombreux au monde. Et comment vous voyez et comment c'est pris en compte, ça? Parce que comment eux, ils voient l'Afrique? Parce qu'il y a quand même des écarts assez importants aussi en Inde. Alors, j'aurais voulu... En tous les cas, merci. Vous êtes tous intéressants et j'aurais souhaité poser plein de questions, mais je vais m'arrêter là. Merci. Oui, en fait, je ne vais pas monopoliser le temps de réponse parce qu'en fait, on peut toujours discuter offline, comme on dit. En tout cas, je serai en juin au Québec pendant une semaine pour promouvoir mon prochain livre. Et je crois que comparé à l'Amérique, il y a une grande différence entre Canada et États-Unis en termes d'évolution de la conscience sociale et écologique très développée. Moi, j'ai quitté l'Amérique simplement parce que je pense qu'elle va traverser une phase assez traumatique pendant les 2 prochaines années. Ceci dit, j'ai publié un article aussi pour montrer que finalement, même Trump, il ne peut pas bloquer la transition systémique qui a déjà lieu dans ce qu'on appelle les counties. Les États-Unis, ils ont 3143 counties, l'équivalent de territoire. Et ce qu'on voit qui est fascinant, c'est qu'en fait, quand vous allez au Wyoming, qui est un des États les plus conservateurs, quand vous dites, par exemple, est-ce que ça vous intéressera d'investir dans une industrie décarbonée, si vous présentez comme ça parce que c'est bon pour le climat, ça ne s'intéresse pas. Par contre, si vous dites ça veut créer des jobs et des emplois, ça s'intéresse. Et c'est là que je reviens à l'idée de systémique, parce que pour l'Américain, systémique veut dire ça crée des emplois. Donc, ce n'est pas qu'ils sont contre le climat, mais il faut quand même qu'ils voient qu'il y a un lien avec le climat. Donc, ma recherche montre en fait que la lutte contre le changement climatique aux États-Unis va aller du niveau fédéral de plus en plus au niveau des territoires. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle que vous sachiez. Donc ça fait peur tout ce qui se passe aux États-Unis. Mais sachez que déjà, les États-Unis a toujours été système fédéral. Donc ça va être beaucoup plus ascendante plutôt que descendante. L'Inde, rapidement, je suis un petit peu... c'est un peu ambivalent dans mes émotions actuellement parce que l'Inde, dans 5 ans, va aller d'un pays sous-développé à un pays à niveau revenu moyen. Et donc, en ce moment, il y a, si vous voulez, une divergence, effectivement, des inégalités grandissantes
entre les riches qui deviennent plus riches, un peu comme on a vu dans d'autres pays développés, quoi. Ceci dit, l'âme frugale, elle est toujours là, et je la vois depuis maintenant, je suis autour de 6 mois. Et l'idée pour l'Inde maintenant, c'est d'utiliser la frugalité pour justement construire une troisième voie, une économie frugale, hein, dont je parle dans mon prochain livre. Donc moi, je suis assez confiant de l'Inde. Là où je suis moins confiant, c'est le fait que l'Inde, elle est tellement auto-centrée sur son propre développement que j'aimerais bien qu'elle devienne un peu elle trouve sa voie au niveau international pour commencer à donner l'exemplarité pour le Grand Sud. Voilà. Et c'est là, personnellement, je trouve que l'Afrique et le Brésil m'intéressent aussi, parce que je trouve que ce pays-là, particulièrement avec le COP30, je vais d'ailleurs lancer mon prochain livre en portugais au Brésil en août cette année, et ils m'ont invité parce qu'ils veulent aussi qu'on voit le lien entre frugalité et régénération, parce qu'à COP30 à Belém cette année, le thème va être régénération. Et le Brésil veut mettre en valeur le fait qu'ils sont capables de développer des solutions régénératives et frugales. Et le partenaire stratégique cette année, ce sera l'Inde. Donc moi, je suis plutôt confiant, non pas pour répondre à des questions, l'Inde individuellement, mais moi, je pense que ces pays du Sud, comme l'Inde, en Afrique, et si le Brésil se mettent ensemble, là, effectivement, on peut créer un nouveau modèle vertueux qui peut inspirer aussi le Grand Nord. Tu es dans l'illustration la plus absolue de la coopération entre pays. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, on peut entrer dans le débat. On est dans la polycrise et on sait que le multilatéralisme est en train de bouger. Et la France a fait une ouverture par rapport à l'Inde récemment, par rapport au dernier sommet. D'ailleurs, petite pub pour pub diplomatique. Donc l'an prochain, 2026, sera célébré comme l'année de l'innovation Inde-France. Donc c'est une très belle initiative. Ma génération, vous vous rappelez, il y a eu ce qu'on appelait Bonjour France, c'est ça, Bonjour Inde, donc c'est les années 90. Donc toute l'année prochaine, il va y avoir beaucoup d'événements en Inde avec le soutien des différents consulats France en Inde pour justement mettre en valeur des innovations durables, inclusives et régénératives entre la France et l'Inde. Merci de partager cette information avec nous. Vous avez vu qu'on est une des sessions où on voyage le plus, hein, vous soulignez. Il y avait une question là, absolument, il faut ouvrir le micro. Bonjour, merci. J'ai juste une frustration et je pense que peut-être vous allez réussir à la lever. Je trouve qu'on a abordé souvent la question de la frugalité, c'est un objet culturel, mais on n'a pas été dans le détail. Il y a 2 éléments qui n'ont pas été relevés, qui pour moi me semblent assez essentiels quand on parle de ressources. C'est quand Jacques Billiritt n'utilise pas d'indicatif pour parler de Garonne, comme Michel Serres, et que vous parlez de votre champignon, vous le personnifiez. Donc là, il y a quand même une rupture culturelle. Mais je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple à saisir? Vous avez parlé de cartésianisme, de systémique. Qu'est-ce qui fait, selon vous, avec cette vision pluriculturelle que vous avez, qu'on bloque à ce point en France pour penser cette frugalité d'un point de vue culturel? Merci. Quelqu'un d'autre veut... Non, mais encore, ça me dérange. Je vais commencer, peut-être ça va inspirer les autres. Non, en fait, ça rejoint un peu là, au lieu de dire qu'est-ce qui bloque. Moi, étant un américain, et je crois qu'on avait parlé de ça, je vais dans l'autre sens et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la frugalité désirable. Parce que je ne m'attarde plus maintenant à voir qu'est-ce qui bloque. Vous voyez. Et donc, en fait, la preuve, regardez, il y a à peine 5 ans, bref, je ne veux pas être polémique, mais oui, je me suis fait huer dans une salle en Hauts-de-France, dans une conférence. Quand j'ai présenté la frugalité, j'étais traité un peu d'extrême gauche, quoi, et quelqu'un qui va vraiment appauvrir la France, etc., etc. Et on voit aujourd'hui, en 5 ans, voilà, on est en train de faire une discussion. Donc, je pense que des fois, ça prend du temps. Donc cette perception, cette acceptation culturelle prend du temps. Mais vu l'urgence sociale et écologique, je crois qu'il faut aussi trouver une façon de rendre ça beaucoup plus désirable. Et c'est là, je pense, que plus on a des exemples concrets, que ce soit au niveau des individus, comme Caroline le fait, au niveau des entreprises, au niveau des collectivités, je pense que ça va devenir beaucoup plus acceptable. Donc voilà, moi je ne m'apesanterai pas sur le côté négatif et le manque de réceptivité de ce concept-là, et plutôt voir qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer son adoption. Parce qu'on n'a pas de choix, parce que ce soit dans les dépenses publiques, qui m'inquiètent énormément d'ailleurs en ce moment, on n'a pas de choix. C'est-à-dire que si vous voulez, on va revenir à cette expression de frugalité subie en fait. Et tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est expliquer que voilà, on a encore une fenêtre d'opportunité où on peut choisir la frugalité et non pas se faire imposer quand on est contre le mur.
Je vais y arriver, c'est une frugalité enthousiasmante. Alors, j'ai une question, 2 questions et 3 questions là, parce que je dois gérer les questions de la salle. Madame. Oui, merci, merci vraiment pour vos interventions. Moi, j'ai une question, alors c'est fascinant votre expérience. J'ai une question sur la réalité de la faisabilité. Je vous explique. Alors, j'ai lu un article qui m'a un peu sidéré il n'y a pas longtemps sur une expérimentation de construction en bois, hein, donc, où on voulait effectivement construire, y compris sans mettre de chauffage et tout ça, et c'est impossible étant donné les réglementations. Voilà. Et donc, vous en parliez aussi, vous, justement, comment on emmène des réglementations. Et dans ce que vous présentez, comment, à un moment donné, on arrive à faire fonctionner les deux, parce que vous avez pu mener l'expérience parce que vous étiez seul, individuel. C'est impossible en collectif, quoi. Justement, là, l'origine du projet, c'était de réaliser ces expériences dans un immeuble avec d'autres voisins. Et ce qui fait que les choses ont fait qu'on a finalement fait ça en isolé dans un appartement, mais on s'est rendu compte que c'était des transformations très simples finalement et peu coûteuses, en tout cas pour aménager un espace là aujourd'hui avec les outils actuels. Maintenant, effectivement, il y a tout ce qui est réglementation. On a fait une veille là-dessus. Disons que c'est vrai que ça ne va pas forcément s'appliquer à des propriétaires qui louent, mais effectivement, si on arrive à sensibiliser les entreprises, les acteurs du bâtiment, donc ça, on travaille aussi là-dessus. L'idée, c'est de promouvoir ces innovations, par exemple, chez les cuisinistes, les architectes d'intérieur, les architectes, les promoteurs immobiliers, pour qu'ils puissent se saisir de ces innovations et de les mettre en application, par exemple, dans les entreprises, pour avoir ces modules low-tech directement qu'on peut acquérir là sur le marché. Donc voilà, il y a vraiment un frein effectivement au niveau de la réglementation qui est assez léger. Et puis il y a le frein du fait qu'il manque des acteurs et des entreprises qui peuvent nous proposer ces solutions sur le marché à travailler. Ce qu'on comprend, c'est qu'on doit être dans la phase d'essaimage. Voilà, tu expliquais que cette expérience, vous allez la mettre en place en Belgique. Voilà, et donc en fait, c'est passer à l'échelle qui est important. Alors, je continue de distribuer la parole. Allons-y. Ou peut-être vous pouvez poser votre question et monsieur posera la question. Comme ça, on essaiera de regrouper. Voilà. Allons-y. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Quand je suis venu à cette conférence, j'avais l'idée que la frugalité, c'était la même chose que la sobriété. Et donc, j'ai compris comprendre que non. Et donc, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une opposition entre sobriété et frugalité? Comment s'articule la sobriété heureuse, l'abondance frugale? Moi, je pensais que c'était les mêmes concepts. Donc, voilà. Merci. Oui, bonjour. Alors moi, déjà merci, effectivement, parce que je comprends la frugalité comme un vrai antidote à l'austérité. Et ça, je trouve ça très, très intéressant à développer. Et par rapport au contexte qui va arriver, il y a une vraie question là encore sur les choix économiques. Et comme on est sur un nouvel Eldorado économique, j'ai cette question aussi par rapport à l'entreprise, notamment l'entreprise sociale et solidaire. Comment la frugalité peut sortir de cette ESS, de ce qui est encore un peu des expériences ou un microcosme, même si on sait que c'est plusieurs points de PIB, pour pouvoir justement, à travers une communication, à travers une visibilité, rendre cette frugalité comme un acteur de changement par rapport à ce qu'est nos attentes ici un peu sur de la transformation sociale et écologique. Ouais, alors je ne sais pas si ça va vraiment répondre à votre question. Moi, je ne l'aurais pas conçu comme vous, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, c'est un peu comme la transition, c'est très transversal en fait, c'est complètement indépendant du secteur d'activité. Donc finalement, aujourd'hui, on a mis ça dans une case. Pour moi, la frugalité, l'économie sociale et solidaire, comme on sort de cette case, en fait, la question ne se pose pas. C'est plutôt demain, tout secteur d'activité confondu, toute entreprise confondue, devrait tendre vers un modèle qui est celui de l'ESS, où on réinjecte du vivant, où on réinjecte de l'humain et où on capitalise sur des ressources que nous avons à disposition. On valorise plutôt des ressources que nous avons à disposition. Je ne suis pas sûre de répondre à votre question, mais je suis pas sûre d'avoir bien compris. Ma question, c'était aussi le passage à l'échelle, quelque part. Ah oui, alors ça, moi, je vous en comment on arrive justement à conserver en fait cet ADN-là
dans la frugalité d'un projet entrepreneurial pour éviter de basculer de frugalité à efficience quelque part. Oui, alors là, pour le coup, je peux prendre peut-être mon autre casquette. Ça a été évoqué en introduction, j'ai la coprésidence d'un groupe d'insertion de publics en difficulté. Et en fait, je ne sais pas si on peut vraiment passer de passage à l'échelle. En fait, c'est plutôt l'essaimage sur des territoires et on duplique un modèle à l'échelle territoriale. Je ne suis pas sûre que le passage à l'échelle, au sens globalisation comme on l'entend, soit la réponse. C'est peut-être même justement la non-réponse. Donc pour moi, le monde de l'ESS, encore une fois, il est très transverse. Il s'essaime sur des territoires. Il y a beaucoup de modèles, typiquement les petites cantines, ce genre de modèles-là sont des modèles très intéressants de l'ESS, où on essaime un modèle sur des territoires, mais où on ne passe pas à une échelle. Moi, pour ce qui est du territoire Val-de-Garonne, j'ai essayé de vous présenter comment on a mené un projet de développement et qui est un projet de développement frugal. On ne s'est absolument pas posé la question ESS ou pas ESS. Bien sûr qu'on a à l'intérieur de l'ESS, mais ce que je vous ai dit sur les entreprises du bâtiment, ce que je vous ai dit sur l'alimentation, c'est absolument pas, c'est tout type d'entreprise. Donc là-dessus, la question ne s'est pas posée de cette façon-là. Bien sûr qu'on a absolument besoin de l'ESS dans la partie, parce que d'abord, très souvent, c'est eux qui expérimentent. Très souvent, ils nous aident beaucoup dans la partie insertion sociale. Mais pour moi, ça fait partie de l'économie. C'est une partie tout à fait particulière, mais ça fait partie de l'économie. Et nous, on n'a absolument pas différencié au départ les choses, même si on a une feuille de route ESS qui est venue se rajouter. Donc, il n'y a pas de problème. Et peut-être par rapport à ce que tu disais, là, pourquoi, comment on le définit et nous, pourquoi on n'a pas mis en avant. On n'a pas mis en avant qu'on était dans un projet de développement frugal. Parce que, dans un premier temps, ce qu'on a cherché à faire, c'est à montrer qu'on pouvait avoir notre mode de développement. À la fois, on n'a pas mis devant, mais le colloque, c'est Nevi qui a fait le colloque d'introduction sur notre feuille de route transition 2030 pour l'économie. Donc, on ne l'a pas caché, mais on ne l'a pas revendiqué comme un étendard. Voilà. Maintenant, on commence avec l'ensemble des actions, on commence à l'imposer en termes sémantiques. Mais on n'a pas voulu, moi, je n'ai pas voulu qu'on attaque par ça, parce que je pense que sur des territoires comme le mien, c'est peut-être pas partout pareil, mais sur notre territoire, je pense qu'on allait peut-être un petit peu s'épuiser sur la bataille sémantique, alors que ce qui était important, c'était vraiment de faire les choses, de montrer qu'on est en train de faire les choses. Et après ça va se décliner. À mon avis, ça va s'imposer. Voilà. Mais on ne l'a pas défendu en préalable. Comme il nous reste 1 minute, moi, ce qui me vient en écoutant attentivement les interventions ou même en faisant une espèce de résumé des questions qui sont arrivées, j'ai envie de dire finalement la frugalité, ça ne s'annonce pas, ça ne se décrète pas. Ça se vit, et après on réalise qu'on ne l'a pas vécu dans l'austérité. On voit qu'on la vit de façon simple, de façon efficace, parce qu'il y a eu le mot efficience qui a été dit, le mot résilience qui a été aussi prononcé, et après on se dit mais finalement c'est ça. Et moi j'ai envie de dire que le nombre d'initiatives, parce que là vous avez un magnifique panel, et on va encore vous remercier et vous applaudir très fort, mais on a un magnifique panel, je termine juste ma phrase, on a un magnifique panel qui vous montre que dans plein de territoires, à plein d'échelles et sous forme de plein d'acteurs, il y a des initiatives, donc la frugalité, elle est là. Et certainement que ça va se développer parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Je vous remercie d'un tonnerre d'applaudissements, pas de frugalité dans les applaudissements, s'il vous plaît. Caroline, tu as le droit, vas-y. Juste pour information, si l'appartement low-tech Biosphère vous intéresse, on a la projection... Alors, j'allais l'annoncer, parfait. Ah, pardon, vas-y, parfait. C'est à toi. Vas-y, fais-le, c'est très bien. Non, on est hyper ravis en fait de vous présenter les 4 premiers épisodes de notre super web série de 8 épisodes avec Arte. Donc retrouvez en avant-première les épisodes à 5h. Je ne sais plus quelle salle c'est. C'est dans la salle de projection, c'est au -1. Super, ça va être génial.